Lors d'un cours précédent, j'ai eu l'occasion d'expliquer qu'il y a, à partir de la fin du XVIe siècle, un regard nouveau qui est porté sur l'enfance. Et que c'est donc au XVIIe et au XVIIIe siècle que l'on peut parler véritablement de révolution quant aux pratiques, au regard qui sont portés donc sur l'enfance, la petite enfance en particulier, et par conséquent sur l'éducation. Je vous avais parlé qu'au XVIIIe siècle, il y a des symptômes très très clairs que l'on passe dans une nouvelle ère, que l'on pense en particulier à la publication 1762 de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Il me paraissait tout à fait logique de poursuivre ce cours par un autre qui porterait sur l'enseignement en France, donc sous l'Ancien Régime, à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle. Il y a donc un changement de mentalité qui se produit au XVIe siècle et qui est caractérisé par deux grands courants bien connus de l'histoire générale. D'une part, et l'histoire intellectuelle, d'une part, l'humanisme et d'autre part, la réforme. La réforme, dans ses deux facettes, à savoir la réforme catholique et la réforme protestante, même si cette dernière précède de quelques décennies la seconde, donc de la réforme catholique. L'exposé que je vais faire maintenant va porter, dans un premier temps, sur ce cadre nouveau, sur les objectifs qui vont être fixés, d'une part, par les humanistes en matière d'éducation, par la religion également, par l'Église, les Églises. Ensuite, comment ce cadre va évoluer et va, au XVIIIe siècle, nécessiter le contrôle de l'État après l'expulsion des Jésuites en 1762. Dans un deuxième temps, je vais aborder le contenu, les méthodes qui sont utilisées dans l'enseignement, en essayant de voir un petit peu, de faire une géographie de l'enseignement de la France sous l'Ancien Régime, mais je vais bien sûr montrer les limites qui doivent absolument être tracées autour de ce domaine, l'enseignement, en montrant bien que seule une petite partie de la population française, finalement, a été concernée par sinon cette révolution, mais en tout cas ce tournant important qui est marqué par le XVIe siècle. Les objectifs nouveaux, tout d'abord. Au XVIe siècle, pour les intellectuels humanistes, la culture générale épanouit l'homme, et d'où la nécessité de systématiser l'instruction. Je ne renvoie pas ici à une analyse fouillée du Gargantua et du Pantagruel de Rabelais. Vous vous en souviendrez peut-être par vos cours de français. Et en ce qui concerne l'Église, les Églises, là aussi, l'enseignement va connaître un essor, va être boosté, si je puis dire, par les événements très importants qui se produisent
en Allemagne tout d'abord en 1517 avec le début de la réforme de Luther, plus tard en France, en Suisse, dans les Provinces-Unies, en Angleterre et un petit peu partout en Europe, du côté donc de la réforme, mais alors aussi du côté catholique, à partir du moment où enfin les papes, la papauté se rend compte qu'il s'agit de réagir, et pas seulement négativement, parce que le terme réaction a quelque chose de rétrograde, si vous voulez, de réagir donc face au progrès du protestantisme, et c'est ainsi que les papes décident de tenir un concile général entre 1545 et 1563, qui est le fameux concile de Trente, du nom d'une petite ville du nord de l'Italie. Pour la religion, donc, qu'il s'agisse de l'Église réformée ou qu'il s'agisse de l'Église catholique, il s'agit d'accéder aux sources de la foi pour la défendre. Et il va y avoir un véritable combat à partir de cette époque-là entre les deux branches du christianisme, l'enseignement étant pris en otage, si je puis dire, par ces deux branches, sont donc la Réforme et d'autre part l'Église catholique, pour faire progresser la foi via l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. On peut considérer que ce combat ressemble à celui qui va être mené plus tard, non pas entre les protestants et les catholiques, mais entre d'une part les églises, et plus particulièrement l'église catholique, et l'État en France, dans le courant de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui va conduire à la publication des lois de Jules Ferry dans les années 1880, mais qui va connaître de nombreux sursauts dans le courant du XXe siècle. Chaque fois qu'il s'est agi de vouloir réformer l'enseignement par rapport à son caractère lié à sa neutralité, cela va susciter de grandes manifestations. En Belgique également, le pays dans lequel j'enseigne, il faudra attendre la fin des années 1950 pour qu'un pacte scolaire, qui est toujours d'application aujourd'hui, soit signé par les grands partis politiques chrétiens et d'autre part libéraux et socialistes pour mettre un terme à cette guerre scolaire qui avait sévi depuis de nombreuses décennies, mais plus particulièrement dans les années 50 du XXe siècle. Aujourd'hui d'ailleurs, en Belgique, qui est un État surréaliste, comme vous le savez, à côté, je parle ici des enseignements qui sont donnés dans l'enseignement secondaire officiel, à côté des cours confessionnels, enfin dits philosophiques, confessionnels et de morale laïque qui sont donnés dans l'enseignement secondaire, il a fallu créer encore un cours supplémentaire qu'on a appelé pendant un an le cours de rien, c'est-à-dire un cours de philosophie et citoyenneté obligatoire. C'est une particularité de la Belgique de conduire comme ça des compromis boiteux qui, sur le plan intellectuel, sont très très étonnants, mais qui permettent d'avoir une stabilité politique, car sinon ce pays aurait éclaté depuis bien longtemps, essentiellement pour des raisons d'opposition entre le nord et le sud du pays. Alors pour revenir maintenant à nos moutons, je vous avais dit que j'allais aborder aussi, très brièvement, la question de la place de l'État, face essentiellement à l'Église. Au XVIIIe siècle, après donc l'expulsion des Jésuites en 1762 en France,
il y a eu de la part de l'État une volonté de substituer le contrôle de l'enseignement qui jusqu'alors était un enseignement réservé à l'enseignement catholique, de lui substituer donc à ce contrôle par l'Église un contrôle par l'État, car l'Église considérait qu'elle était tout à fait libre d'enseigner ce qu'elle voulait dans ses écoles, dans ses collèges, dans ses universités, et d'autre part qu'elle était libre de la méthode, des méthodes et du choix des maîtres, alors que les églises catholiques, toutes par définition, à part une parenthèse protestante, oui, dont il va être question un petit peu plus tard, l'Église avait donc le monopole complet sur l'enseignement. Et voilà. Alors maintenant, je vais m'attacher, bien sûr, à l'essentiel, après avoir parlé de ces combats idéologiques entre, d'une part, l'Église catholique, d'autre part, les églises protestantes, mais en France, considérons bien, il s'agit essentiellement d'églises, de l'Église calviniste principalement, de l'Église donc de la RPR, la religion prétendument réformée, et d'autre part de l'État. Donc ce sont les trois acteurs, finalement deux, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ce sont les deux acteurs qui se trouvent face à face. Et puis alors, lorsque les jésuites, qui constituaient les acteurs les plus importants dans le domaine de l'enseignement secondaire, vont disparaître, l'État va devoir réfléchir à des solutions, comment dirais-je, autres que celles qui jusque-là prévalaient, et c'est ainsi que de nombreuses réformes vont être proposées à la fin de l'Ancien Régime, je dirais, dans les 20 dernières années, les 30 années qui précèdent la Révolution française. Il y a eu des tas de projets et des idées de parlementaires, c'est-à-dire de ces membres de ces cours supérieures de justice, à prendre en main les programmes et à créer un embryon, plus qu'un embryon, une véritable éducation nationale. Ce projet ne sera mis en œuvre que plus tard et sera formalisé, coulé dans le bronze par la création de l'université par Napoléon Ier, qui comprenait les lycées d'ailleurs. Voilà. Et où il s'agissait bien sûr d'enseigner le catéchisme impérial. Donc l'école a toujours constitué, en tout cas depuis l'Ancien Régime, en tout cas un véhicule particulièrement important aux yeux de l'Église, puis aussi de l'État. Compte tenu donc maintenant méthode et localisation de ces établissements scolaires et universitaires. Je le dis tout de suite, je vais m'attacher essentiellement à l'enseignement scolaire, l'enseignement secondaire ici. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai traité antérieurement des universités dans un cours, et donc il n'est pas pour moi question de répéter ce que j'ai pu dire à cette occasion. Sinon, très très brièvement. 3 niveaux d'enseignement, donc, qui correspondent grosso modo, je dis bien grosso modo, parce que en termes d'années, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a 3 niveaux, les petites écoles, enfin quand je dis années, je parle d'âge de la vie, il se situe bien dans cet ordre-là, mais je veux dire, les petites écoles se terminent plus tôt qu'aujourd'hui, donc l'enseignement primaire, et puis les collèges commencent plus tôt, voilà, donc il y a un décalage, y compris l'université.
Mais pour le reste, je dirais que ça correspond grosso modo donc à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Je commence d'abord par les petites écoles. Les petites écoles, on les trouve essentiellement dans les villes. On les trouve essentiellement dans les villes. Les petites écoles sont créées beaucoup plus lentement dans les campagnes. Il y a des disparités très importantes, je dirais, entre les différentes régions de la France. Si vous considérez le nord-est de la France, il est pratiquement complètement scolarisé à la veille de la Révolution française en 1789, alors que si vous prenez un peu avant le milieu du XVIIIe siècle la région d'Agen, vous constaterez que 14% des paroisses disposaient d'une école, donc l'équivalent d'une école primaire, ce que l'on appelait à l'époque les petites écoles. Dans les campagnes, les maîtres sont systématiquement soumis au curé, que ce soit aussi d'ailleurs en ville ou à la campagne, les maîtres sont très mal rémunérés. Ils sont rémunérés en partie par le casuel, en partie par la ville, s'il s'agit d'un milieu urbain, et en partie par les parents. Donc, le statut des maîtres est tout à fait déconsidéré à cette époque-là. Quant au diplôme, si je puis dire, dont ils disposent, entendons-nous bien, ils ne sont pas toujours très élevés. Alors qu'enseigne-t-on dans ces petites écoles? D'abord le catéchisme, c'est logique, puisque ces écoles dépendent de la paroisse. On enseigne d'abord le catéchisme, car, je vous l'ai dit en introduction, les petites écoles sont destinées, comme les collèges bien sûr, que l'on va étudier juste après, sont destinées essentiellement à fournir un cadre idéologique pour la diffusion de la foi et pour sa défense. On y apprend ensuite des rudiments de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Autrement dit, ce que l'on fait encore à titre principal dans les écoles primaires. Heureusement, on y a ajouté un certain nombre d'activités que l'on appelle souvent des activités d'éveil. Je parle aujourd'hui, un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de sciences aussi, du dessin, de la musique, un peu d'éducation physique. Mais pour l'essentiel, je dirais que l'on attend des élèves qui sortent de l'école primaire aujourd'hui, peut-être d'abord, pas seulement, mais qu'ils sachent en tout cas lire, écrire et compter. Donc les objectifs sont les mêmes, sauf que sous l'Ancien Régime, comment dirais-je, le résultat n'est pas très patent, même si aujourd'hui certains considèrent que un certain nombre d'élèves arrivent dans l'enseignement secondaire en ne sachant pas vraiment lire et écrire, comme vous savez. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, du XVIe au XVIe et au XVIIe siècle, les humanistes tiennent absolument à ce que la langue et la culture antique soient enseignées. L'enseignement est très encyclopédique. Autrement dit, l'on bourre le cerveau, même s'il y a des intentions qui sont parfois appliquées d'ailleurs, d'ouvrir l'esprit, puisque c'est l'humanisme, c'est ça qui vise avant tout, hein, c'est ouvrir l'esprit des adolescents au monde qui les entoure. Il y a également des cours de mathématiques, d'histoire, mais à titre accessoire. Donc on peut dire que l'essentiel en termes de contenu pour les humanistes au XVIe siècle, c'est avant tout
la langue et la culture gréco-latine, sans aucun doute, avec aussi des notions de civilité, de ce que nous appellerions aujourd'hui la morale. Quant aux jésuites, ils vont tout à fait dans le même sens, sauf qu'ils y ajoutent la musique, le sport, un peu de sport et des sciences. Alors, reprenons les choses un peu plus systématiquement maintenant. Il y a des écoles réformées qui sont créées en France, je dirais, à partir de 1560, donc des écoles calvinistes, et ces écoles vont fonctionner un peu plus de 120 ans, jusqu'à donc la publication de l'édit de Fontainebleau, donc en 1685. Dans ces écoles calvinistes, dans ces collèges calvinistes, excusez-moi, dans ces collèges calvinistes, l'accent est mis sur la formation religieuse, thématique, ou plutôt orientation, dont les jésuites, qui sont les grands ennemis, bien entendu, des calvinistes, orientation dont les jésuites vont se saisir et vont imposer dans les collèges qu'eux-mêmes vont créer. Il y a certains collèges, comment dirais-je, calvinistes qui se prolongent par de l'enseignement supérieur théologique pour la formation des pasteurs, comme à Saumur ou à Sedan, par exemple. Et face à cela, et je vous montrerai d'ailleurs un ouvrage qui est passionnant, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de l'enseignement au sens strict, comment dirais-je, dans les écoles calvinistes au XVIIe siècle, mais vous verrez qu'il s'agit d'un ouvrage plus général, mais où justement l'école de Saumur joue un rôle tout à fait essentiel. Il s'agit de la thèse doctorat de François Laplanche, que j'ai bien connu d'ailleurs, puisque j'ai assisté à un de ses séminaires pendant un an à Paris, à la Sorbonne. Alors, du côté des catholiques, maintenant, du côté des catholiques, différents ordres religieux vont se saisir de l'enseignement secondaire, parmi lesquels les oratoriens, mais surtout, au premier chef et de loin, les jésuites, qui vont créer de nombreux collèges en France. Il y en aura 105 en 1760, et ils vont mettre au point une méthode publiée en 1599 qui est le Ratio Studiorum, ce qui littéralement veut dire la méthode des études. S'y trouve confirmer quelque chose qui existait déjà depuis la fin du XVe siècle, sauf que ce n'était pas formalisé de manière aussi systématique que les jésuites, c'est la progressivité des études. Donc déjà des classes existaient depuis le XVe siècle, mais à partir des jésuites, donc oui, la date 1599, autrement dit, à partir du début du XVIIe siècle, il y aura donc des classes, 6 classes d'humanité, hein, le terme est resté en Belgique d'ailleurs, pour parler de l'enseignement secondaire, on parle encore, en tout cas dans le langage courant, c'est un terme qui n'existe peut-être plus dans les textes officiels, c'est fort possible, mais en tout cas, bon, moi j'ai encore connu ce qu'on appelait les humanités classiques, les humanités modernes, et il y avait donc 6 années d'humanité qui portaient des noms qui étaient encore en usage au XXe siècle. On appelait ça la première secondaire, sauf qu'on calculait à l'envers. Hein, à l'époque en Belgique, donc on allait de la 6e vers la première n'étant pas l'avant-dernière année du secondaire comme en France, mais étant la terminale.
Donc on appelait ça la première figure, la petite figure, la grande figure. Puis il y avait la classe de syntaxe, puis la classe de prose, et puis les 2 dernières années qui, quand j'étais étudiant, et ça se dit d'ailleurs toujours, s'intitulaient poésie et puis rhétorique. Poésie et puis rhétorique. Ces deux termes sont restés, en tout cas, pour l'avant-dernière et la dernière année du secondaire en Belgique. On parle toujours de rhéto, hein, terme, abréviation familière pour rhétorique, en Belgique, d'ailleurs, quelle que soit, je dirais, l'orientation. Le terme poésie, je crois qu'on ne l'utilise aujourd'hui que pour les humanités dites classiques, c'est-à-dire là où on fait au moins du latin, à ma connaissance en tout cas. Donc, 6 années d'humanité et parfois 2 années de philosophie qui suivaient. Dans la plupart des collèges, il n'y avait que les 6 années d'humanité et pas les 2 années de philosophie. Dans cette plutôt, puisque c'est un féminin, ratio, dans cette ratio studiorum, on insiste sur l'effort individuel, très important chez les jésuites, l'effort individuel, qui est repris, je dirais, régulièrement, et plus particulièrement dans les discours, je dirais, de la droite française aujourd'hui. Ce n'est pas nié, évidemment, à gauche, hein, mais c'est plus un discours qui est lié, je dirais, à la notion de méritocratie qui renvoie à l'élitisme. Mais l'enseignement jésuite était élitiste. Et enfin, dernière originalité de cet enseignement jésuite, ce sont les travaux pratiques. C'est très important qu'il y ait des travaux pratiques. Ceci est important aussi, je dirais, parce que à long terme, beaucoup plus tard, ce qui explique, ou ce qui a expliqué, en tout cas aux yeux d'un certain nombre d'universitaires français, le retard de l'université française à l'université allemande, c'est qu'il n'y avait pas de pratique dans l'enseignement universitaire français où il n'y avait que des leçons magistrales. Je parle en lettres, en sciences par exemple. Et c'est ainsi qu'il a fallu attendre Victor Duruy, donc en 1868, pour que soit créée l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, justement, pour que les étudiants apprennent pas seulement la théorie, mais apprennent à faire aussi, à agir, plutôt à exercer leur métier, même s'il s'agissait de métiers très intellectuels. Voilà. Dans le courant du XVIIIe siècle, l'idéal humaniste de l'étude des belles lettres, de l'encyclopédisme, de cet idéal d'universalisme recule, parce que le XVIIIe siècle, qui est le siècle, comme vous savez, de la publication de l'encyclopédie, à partir de 1751, dirigé par Diderot et de L'Alembert, est le siècle plutôt où l'on étudie les lettres, les beaux-arts, mais aussi les lettres, les sciences, mais aussi les arts. Le terme art doit être entendu comme synonyme de technique. De la même manière qu'il y a encore à Paris, en Belgique, il y a de nombreux instituts des arts et métiers. Le mot art étant donc, comment dirais-je, repris dans son sens presque grec, hein, puisque le terme techné signifie art en grec, et il y a donc la notion de art, ça signifie a donné le mot artiste et le mot artisan, comme vous le savez. Donc en fait, c'est l'application d'une théorie vers la pratique. Et c'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, des écoles techniques sont créées, des écoles
militaires également, qui répondent aux besoins de l'État, ainsi l'école des mines, l'école des ponts et chaussées, sont créées également des écoles d'hydrographie dans les ports, de nombreuses écoles de dessin également, des écoles vétérinaires qui sont d'abord destinées à la cavalerie, je dirais, des militaires, et sont créées également des écoles commerciales. Donc vous voyez que c'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent les ancêtres des écoles techniques et professionnelles. Parce qu'à cette époque-là, lorsque l'on voulait apprendre un métier, on l'apprenait sur le tas, chez un maître, et on était apprenti. On était apprenti boucher, on était apprenti boulanger, on était apprenti menuisier, tout ce que vous voulez, mais ça ne s'apprenait pas dans les écoles. Et donc je dirais que l'idée de créer des écoles techniques et des écoles professionnelles vient du XVIIIe siècle et n'est en aucun cas, cette idée n'est en aucun cas l'héritière, bien sûr, de l'humanisme. Et je dirais non plus comment dirais-je, de la volonté de l'Église, des Églises, de faire, comment dirais-je, d'encadrer, je dirais, les jeunes enfants, d'encadrer les adolescents dans le cadre d'une idéologie particulière. Ce n'était pas leur objectif. Le XVIIIe siècle est beaucoup plus concret, je dirais. C'est l'époque où la science connaît une véritable révolution. Bon, ceci dit, sur le plan théorique, la révolution galiléenne, elle date on est bien d'accord, hein, du dernier tiers du XVIe siècle. Il se développe, je dirais, au niveau des savants au XVIIe siècle. Mais je dirais que c'est le XVIIIe et surtout le XIXe siècle, alors quand on va passer à la révolution industrielle, ce sont ces siècles-là qui sont des siècles d'ingénieurs. Mais les premiers ingénieurs, je dirais, il y en a déjà à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, mais c'est à partir du XVIIIe siècle, alors ne parlons pas du XIXe siècle, puisque c'est le siècle de la révolution industrielle, où là, la technique va prendre la place que vous savez à ce moment-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que l'État ne va pas voir d'un bon œil, en fait, la progression des idées humanistes. Parce que l'État a des objectifs, je dirais, d'une part utilitaires, et d'autre part, l'État est l'expression du groupe des dominants. Et ceux qui... l'idéologie dominante, je vous ai parlé bien sûr de la religion, mais enfin, il s'agit avant tout de maintenir l'ordre social tel qu'il est et comment dirais-je, l'émancipation des classes laborieuses n'est pas du tout, surtout pas, bien au contraire, un objectif de l'État. Et c'est ainsi que, dès le XVIIe siècle, les intendants, l'équivalent, je dirais, aujourd'hui des préfets, les intendants essayent de freiner au maximum et de favoriser le travail manuel. J'en arrive donc maintenant aux limites. Ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, et je vous ai dit que je ne parlerai pas des universités, que j'ai pu traiter dans plusieurs leçons d'ailleurs, j'ai fait une leçon approfondie sur le sujet, sur les universités médiévales du XIIe au XIVe siècle, j'en ai fait une autre sur les universités en France du XVIe au XVIIIe siècle, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, bon, c'est très intéressant, mais ce n'était pas en tout cas mon objectif dans cette leçon-ci. J'en arrive donc aux limites. Quand on entend tout ce que je dis, on pourrait dire, ben oui, effectivement, il y a une révolution. Mais il y a une révolution essentiellement du regard et du type de contenu et des méthodes que l'on met dans l'enseignement. Maintenant, si l'on veut être un petit peu
et même tout à fait réaliste. Il faut voir l'impact que tout cela a eu. Et l'impact, il se mesure statistiquement, en chiffres, et pas seulement, je dirais, en termes de programme. Donc effectivement, l'enseignement a connu une révolution quand on compare avec le Moyen-Âge, même si les continuités doivent être, comment dirais-je, doivent être mises en évidence aussi. Hein, entendons-nous bien, les modernistes ont tendance à parler de révolution, mais quand même au Moyen-Âge, ce n'étaient pas des primitifs. Il ne faut pas exagérer, c'est vrai que c'est un monde plus traditionnel, et c'est vrai que le XVIe siècle a été un siècle particulièrement novateur, ça c'est sûr, et je vous ai dit que l'humanisme et que la réforme et la contre-réforme ont joué un rôle majeur dans le domaine de l'enseignement. Mais enfin, quand on compare sur le plan statistique maintenant, à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire en 1789, seulement un adolescent sur 52 avait fréquenté le collège, donc ce que nous appelons aujourd'hui, donc, pour la France, collège et lycée, hein, puisque le collège allait jusqu'à 18 ans. En fait, il commençait plus tôt, elle commençait à 8 ans, puisque en dessous de 8 ans, c'était, je dirais, les petites écoles, on prolongeait souvent au-delà de 8 ans, hein, quand il n'y avait rien d'autre. Mais, donc, en gros, c'est une période quand même assez longue, hein, un peu moins de 10 ans, je dirais, jusqu'à 18 ans, la période où on passe au collège. Eh bien, il y avait seulement, donc, un adolescent sur 52. Inutile de vous dire que c'était essentiellement des garçons qui, comment dirais-je, fréquentaient ces écoles. Parce que, d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, l'Église a interdit strictement la mixité. Mais enfin, on va voir que dans une deuxième partie des limites, qu'il existe quand même un enseignement destiné aux filles. Donc, si je calcule bien, 1 sur 52, ça veut dire 2% des adolescents qui passaient par un collège. Donc, vous voyez ce que ça représente dans la population française. Hein, considérez qu'il y a 28 millions d'habitants à la fin du XVIIIe siècle en France, eh bien, vous considérez, vous voyez que donc 2%, ça représente vraiment très très peu d'individus finalement. Alors qui va au collège? Ben, évidemment, ceux qui appartiennent à la noblesse, ceux qui appartiennent, et encore, la noblesse, c'est souvent des précepteurs, on a plutôt des précepteurs. Donc ce sont plutôt des bourgeois, des petits bourgeois, des artisans qui ont de l'ambition pour leurs enfants, mais la plupart du temps, ceux-ci ne terminent pas leur scolarité. Mais on a quand même quelques exemples d'élèves très brillants et qui viennent justement plutôt de ce milieu-là, plutôt que du milieu bourgeois. Alors, je vous ai dit aussi qu'il y a une deuxième limite, à côté de cette limite sociale, c'est la limite en termes de genre. C'est un combat à juste titre très à la mode aujourd'hui, qu'il faut mener, qu'il faut continuer à mener, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais sous l'Ancien Régime est une société patriarcale. Ce sont les hommes qui comptent. Les femmes, elles ne comptent pas beaucoup, hein, tout d'abord, même si elles ont un rôle essentiel dans l'économie et la société. Et quand je dis elles ne comptent pas beaucoup, en particulier dans la bourgeoisie et dans la noblesse. Elles ont une fonction essentiellement de reproductrice et de maîtresse de maison. Au XVIIe siècle, des congrégations ont décidé de s'occuper de l'éducation des femmes, des congrégations religieuses, comme les Visitandines, mais surtout les Ursulines. Alors les Ursulines, c'est donc une congrégation qui, comment dirais-je, a des préoccupations monastiques, hein, pour ses membres, mais qui aussi, les Ursulines ont décidé de s'occuper de l'éducation des filles. Donc
en insistant très fortement, bien sûr, sur l'éducation religieuse. Ma mère, par exemple, a été chez les Ursulines à Namur. Et, comment dirais-je, il y a aussi des congrégations séculières, enfin des congrégations, des associations, oui, séculières qui s'en occupent. Il y en a une, comment dirais-je, présidée ou créée à l'initiative de Madame de Maintenon, la seconde femme de Louis XIV, qui, en créant la maison de Saint-Cyr et en la confiant aux dames de Saint-Louis, a voulu promouvoir l'éducation des femmes. Mais n'imaginons pas qu'il s'agissait d'un acte révolutionnaire. Oui, il s'agissait de s'occuper des femmes de la noblesse, certainement. Mais vous voyez bien, il s'agit d'un groupe extrêmement limité, mais aussi il s'agissait d'enseigner d'abord des valeurs religieuses, des valeurs chrétiennes, ensuite de donner un enseignement lié, je dirais, au rôle que ces femmes de ces filles devraient assumer un jour, c'est-à-dire de pouvoir paraître en société, donc une éducation mondaine, et puis alors effectivement un certain nombre de cours liés à la littérature ou à l'histoire, mais enfin ce n'était pas du tout la priorité. Voilà, j'espère ici avoir dressé un tableau, évidemment pas complet, mais de ce qu'est l'enseignement primaire, de ce qu'est l'enseignement secondaire. J'ai à peine esquissé les orientations de l'enseignement supérieur non universitaire, en vous parlant de ces écoles plutôt techniques, au XVIIIe siècle. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça ne concerne qu'une partie très étroite de la population. Ça, c'est la première chose. Je parle des collèges et je parle d'autre part des universités. Voilà. Que ça ne concerne pratiquement que les garçons, dans les faits, et que le contenu de cet enseignement est extrêmement élitiste. Hein. Qu'il s'agisse de grands intellectuels comme Erasme ou comme Voltaire, ils avaient une vision très élitiste de l'enseignement. Hein. Ce n'étaient pas des humanistes, si je puis dire, au sens où nous pourrions l'entendre aujourd'hui. Il faudra attendre vraiment la Révolution française, avec différents personnages, et en particulier Condorcet, pour que les choses puissent avancer, au moins dans le domaine des idées. Mais le chemin était encore long avant d'arriver au type d'enseignement que nous connaissons et qui a bien des défauts, même s'il a le mérite d'exister et d'être généralisé. Bien sûr, il y aura encore tant de choses à faire quant à la diffusion des méthodes de pédagogie active pour que les élèves aient vraiment envie de venir à l'école. L'école, je dirais, élitiste ne peut intéresser qu'une partie très étroite de la population, et c'est vrai, et moi-même je le regrette, que l'enseignement du grec, du latin soit en recul très net. Le grec, ça devient de plus en plus rare quand on l'enseigne. Le latin, oui, mais ça devient très rare aussi. Ou on l'enseigne avec tellement peu d'heures par semaine que quand on arrive en dernière année du secondaire, je ne sais pas très bien ce qu'il en reste. On est matiné de culture latine, on est peut-être matiné de culture grecque aussi, mais quant à, je dirais, ce qui fait l'essence, si ce terme a du sens, c'est le cas de le dire, de l'étude des langues anciennes, c'est-à-dire
pas seulement la culture, et pas seulement l'étymologie, comme on le croit souvent, mais quand même l'étude de langues qui, sur le plan grammatical, ont leurs particularités propres et qui sont quand même assez différentes, hein, même si ce sont de langues indo-européennes contemporaines, hein, dans l'Antiquité, qui ont leurs particularités propres. Certains préfèrent le grec et qui trouvent beaucoup plus riche, d'autres considèrent que c'est le latin. C'est vrai que le latin, c'est quand même notre langue maternelle, donc c'est dommage de ne pas pouvoir faire du latin, mais voilà, ici je ne voudrais pas tenir un discours de petit bourgeois, mais c'est vrai que bon, si je n'avais pas fait moi du latin, je ne serais pas le même homme, hein, ça c'est tout à fait sûr. Hein. Voilà, mais bon, ça c'est... Voilà, je vais arrêter sur ces considérations pseudo-philosophiques à 5 centimes pour vous montrer maintenant quelques ouvrages de ma bibliothèque. Alors tout d'abord l'histoire de l'enseignement en France d'Antoine Léon, Presse universitaire de France, que sais-je. Pierre Richer, Jacques Verger, maître et élève au Moyen-Âge, collection plurielle, pour faire le lien avec l'époque moderne, donc chez Hachette. Ah, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pensé à prendre un numéro récent de la revue L'Histoire, qui est consacré à lire et écrire au Moyen-Âge. Voilà, il doit être dans mon rayon revue historique, mais enfin bon, voilà, peu importe. De Pierre Richer, qui enseignait à Nanterre et qui vit toujours, je crois qu'il doit être très très âgé, l'enseignement au Moyen-Âge, CNRS édition. Alors, pour l'époque moderne, un classique de Genio Garin, L'éducation de l'homme moderne, 1400-1600, préface de Philippe Ariès, dont je vous ai indiqué récemment dans mon cours sur l'enfance le rôle qu'il a eu dans la promotion de l'histoire des mentalités, ici dans la collection plurielle, donc de nouveau Hachette Littérature. Alors, là, un ouvrage fondamental, bien sûr, c'est une collection de textes, mais commentés, avec une introduction très importante, d'un ouvrage intitulé « Du collège au lycée, 1500-1850 », présenté par Marie-Madeleine Compère, dans la collection Archives, en coédition Julliard-Gallimard. Bien sûr, c'est l'ouvrage qui m'a le plus servi pour préparer cette leçon. Alors là, c'est une grosse thèse de 1000 pages, mais si vous vous intéressez à l'enseignement dans les académies protestantes au XVIIe siècle, voilà, vous avez une somme. Hein. Donc la thèse de François Laplanche, l'écriture, le sacré et l'histoire, érudit et politique protestant devant la Bible en France au XVIIe siècle, et vous avez de très très nombreuses pages sur l'école de Saumur, l'école donc des intellectuels de Saumur. Alors c'est publié par les presses de l'université de Hollande, donc c'est Holland University Press à Amsterdam. Et alors pour ceux, je ne sais pas, je vous le montre à tout hasard, hein, dans la collection L'Histoire, numéro 262, février 2002, comment on éduque les garçons et les filles. C'est un dossier spécial où il y a plusieurs articles dus, entre autres, à François Lebrun et à Joël Cornette, qui sont des spécialistes du XVIIe.
J'ai dit